Bonjour. Nous sommes au webinaire du CRIFPE et nous accueillons Benoît Falaise. Je suis Marc Andreetti. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Benoît Falaise est un historien spécialiste de l'école et de son histoire, de l'histoire de l'enseignement d'école et de l'histoire de l'enseignement de l'histoire à l'école. Il est inspecteur général à l'Éducation nationale en France. Il a enseigné au lycée, il a fait de la formation des maîtres, il a été chercheur universitaire. Il s'intéresse à plusieurs questions, y compris l'enseignement des sujets réputés sensibles comme la Shoah, la colonisation, l'esclavage, l'histoire de l'immigration, les faits religieux. Il a travaillé à l'INRP à Lyon et à Sciences Po à Paris, où il anime un séminaire sur l'enseignement scolaire de l'histoire depuis 2016. Et dans différentes universités aussi. Il est l'auteur d'une thèse sur l'enseignement de l'histoire de 45 à nos jours et il nous parlera aujourd'hui de questions associées à cela. Benoît, je vous laisse la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très honoré de participer à un webinaire à double titre. D'abord parce que c'est Québec et le deuxième titre, c'est que c'est mon premier webinaire. Donc, cette séance va être consacrée à l'école élémentaire, à l'école primaire en France, c'est-à-dire à l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, c'est-à-dire à un enseignement qui va jusqu'à l'âge de 11 ans. Sachant que l'enseignement de l'histoire à l'école primaire aujourd'hui se passe entre 9 et 11 ans. C'est une singularité française que d'avoir un enseignement très tôt, mais dans l'histoire de l'école, on commençait à enseigner l'histoire dès l'âge de 7 ans. Il y avait donc une tendance très forte dans l'histoire française et dans l'école française de considérer l'histoire comme une place absolument centrale dans la formation du citoyen. Alors, vous avez vu le titre de ce webinaire, il s'agit de la construction de la conscience historique des élèves de l'école élémentaire et je vais essayer de décliner, mais je voudrais quand même faire un petit point méthodologique, si vous me le permettez, parce que vous allez voir que c'est une intervention très québéco-française ou franco-québécoise, c'est-à-dire que c'est dans le cadre des travaux sur la conscience historique tels que l'école québécoise et américaine le travaille beaucoup et en France de plus en plus, c'est-à-dire une réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle la conscience historique. Alors, je voudrais dire deux petits mots là-dessus parce que en France, on a des gens qui ont réfléchi, mais dans l'histoire, je vais citer Raymond Aron, un grand sociologue ou philosophe français ou même homme de plume, journaliste au Figaro. Il disait que la conscience historique, c'était quand les hommes ont vraiment un passé en tête et qu'ils ont conscience d'en avoir un. C'est-à-dire que c'est ça la conscience historique, c'est d'avoir conscience d'un passé réel et de pouvoir le dire. Autrement dit, si les hommes n'ont pas un passé en tête ou s'ils ignorent leur passé ou s'ils le subissent, on ne peut pas parler de conscience historique. Alors, pour autant, vous allez voir pourquoi je dis tout ça. Je vais très vite là-dessus, mais pour autant, on pourrait tout aussi bien dire, et notamment je pense aux travaux de Bourdieu sur la notion d'habitus, en sociologie aussi, Bourdieu et Aron qui ne s'appréciaient guère, c'est que il y a même s'il y a chez les citoyens qui ne semblent pas avoir de passé en tête, il y a une sorte d'habitus certainement qui détermine leur manière de voir, de concevoir le monde, de ressentir le monde contemporain, alors même qu'ils n'ont pas forcément de connaissances très affirmées. Et combien même ils l'ignorent, mais d'ailleurs, est-ce que les gens qui disent ignorer l'histoire ignorent absolument tout? Et deuxièmement, est-ce qu'ils le subissent? Alors là, on rentre dans l'idée que le passé est rangé, si vous voulez, dans les tréfonds de l'inconscient collectif ou de l'inconscient individuel. Et là, c'est toute la question des enjeux de mémoire qui se posent non seulement à l'historien, mais aussi aux psychanalystes, puisqu'on sait bien que les traumas de l'histoire jouent et rejouent régulièrement chez les citoyens. Cela rejoint la façon dont Texas, à mon avis, envisage la question. La conscience historique, pour lui, elle est inextricablement liée à deux problèmes. Là, je pense aux travaux de Nathalie Popa à McGill. D'abord, c'est un problème épistémologique, c'est-à-dire comment arrivons-nous à connaître le passé? Moi, je rajouterais voire à le refouler, parce que parfois on refoule un passé. Je pense que la société canadienne et la société française
connaissent les effets de refoulement collectif du passé gênant. Et puis, c'est un problème ontologique aussi, c'est comment nous situons-nous, nous, dans le temps, en tant que des êtres dotés d'historicité. Alors du coup, il y a trois aspects qui sont très importants et qui vont irriguer, si vous voulez, l'intégralité de ce que je vais présenter maintenant de la conscience historique des élèves de l'école primaire. C'est que trois aspects de ce travail sur la conscience historique, c'est d'abord, il y a la question de l'imaginaire qui irrigue les consciences, un imaginaire qui fait qu'on n'a pas forcément connaissance de faits historiques précis, mais on partage un imaginaire, même sans le savoir. Le fait aussi que le passé est doté d'un ordre symbolique. Il y a des symboles dans le récit, même dans le patrimoine, qui sont directement connus ou qui, en tous les cas, sont familiers. Et puis, il y a aussi les aspects idéologiques. Et là, ça renvoie aux valeurs que partage une société ou que ne partage pas une société, c'est-à-dire tous les conflits de valeurs qui peuvent exister dans une société. Et nous savons que dans les mondes contemporains, où se développe une polyphonie des valeurs ou une pluralité des valeurs, évidemment, ces questions se posent. Alors, ces questions s'inscrivent dans les débats sur la place du récit à l'école. Et ça va être mon premier point. Et si vous me permettez, je vais ouvrir le PowerPoint. Voilà. Le premier point, c'est qu'il y a en France une nostalgie sur l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est une drôle de nation qui ne cesse de dire qu'on n'enseigne pas assez l'histoire. Alors, le grand, vous voyez, je vous donne là une image d'une revue, un mensuel très connu, Le Figaro Magazine, en France. Et évidemment, on a toute une série de déplorations, de constats du fait qu'on n'enseigne plus l'histoire. Ça nourrit les débats politiques et médiatiques. Pourquoi politique? Je vous donne un exemple de François Fillon qui s'était présenté à la précédente élection présidentielle. Voilà ce qu'il écrit tout de suite, c'est que pour retrouver la confiance dans notre patrie, il faut revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire afin que les maîtres ne soient plus obligés d'apprendre aux enfants à comprendre que le passé est une source d'interrogation. Surtout ne pas réfléchir, pensent certains auteurs, surtout ne pas envisager la complexité du réel historique, mais plutôt donnons ce que l'on appelle traditionnellement un roman national aux élèves. C'est beaucoup plus simple, ils auront bien le temps de le déconstruire plus tard. Il y a une instrumentalisation de toutes sortes sur la pédagogie qui serait défaillante, la perte d'identité nationale, et aussi derrière tout ça, l'idée d'un déclin de la France. Alors, c'est très intéressant parce que ce débat-là existe depuis la fin des années 70 en France, 1970, vous voyez, ça fait plus de 40 ans de débat, quand un jour un journaliste féru d'histoire avait dit on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là parce qu'elle est très particulière, mais en tous les cas, cet homme, c'était Alain Decaux, vous le connaissez sans doute, c'était vraiment celui qui a vulgarisé l'histoire de France sur les écrans de télévision dans les années 70, début 80. Et Alain Decaux arrive à convaincre François Mitterrand, président de la République, de retrouver le sens de programmes d'histoire qui racontent l'histoire de France. Et du coup, de Decaux à Zemmour, aujourd'hui, qui est un symptôme éclatant de ces débats-là, on est dans cette idée qu'on n'enseigne pas assez l'histoire de France et qu'il y a une forme de nostalgie, voire de mythification de cet enseignement de l'histoire. Pourquoi je dis mythification? Parce que si on lit ceux qui ont créé l'histoire de France vraiment dans les écoles pour l'ensemble des élèves, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé, on n'est pas dans l'idée d'un roman national toujours. Et surtout, c'est un roman qui est d'abord un roman, qui n'est pas un roman d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'on appellerait un récit patriotique, républicain, qui s'oppose au récit monarchique. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez le voir dans une des phrases, nous voulons que les Français vivent en paix à l'ombre du drapeau national, que les guerres de religion nous fournissent l'occasion de recommander la tolérance à l'égard de ceux qui ne partagent pas nos sentiments ou nos opinions. C'est-à-dire que si jamais vraiment on creusait l'histoire de l'enseignement de l'histoire, on se rendrait compte que c'est une nostalgie qui ne repose pas sur grand-chose. Bon, voilà, donc ça c'est la campagne électorale pour les élections de 2017. Bon, on voit que vraiment ce débat sur l'enseignement de l'histoire à l'école élémentaire repose en fait sur des a priori très
très formelle qui instrumentalise le présent et le passé surtout. C'est-à-dire que si jamais on se plonge vraiment dans l'histoire, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment, en tous les cas, enseigné, et que déjà dans les années 1920-1930, il y a des inspecteurs qui se plaignent du fait qu'on n'enseigne pas assez l'histoire à nos enfants. Il y a en 1930 un inspecteur qui se plaint de ça. En 1945, on se plaint de ça. Et en 1960, on se plaint de ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de marronnier idéologique, d'inquiétude identitaire sur la place de l'enseignement de l'histoire pour la France, sachant que l'enseignement de l'histoire est investi par toutes les sortes de pensées magiques qui voudraient que c'est par là que l'on forme les citoyens absolument. Vous voyez par exemple un cahier d'élèves de 1950, on voit très nettement par exemple qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut répondre à des questions, donc on apprend par cœur, mais par contre qui est Louis XVIII, qui est Charles X, ça on n'en a pas vraiment d'informations. Donc la réalité historique de cet enseignement est mal connue et évidemment ça donne lieu à tout. Alors je vous cite deux thèses quand même très importantes. Il y a la thèse d'Olivier Loub sur l'enseignement de l'histoire de 1919 à 1939, Olivier Loub, L-O-U-B-E-S. Et puis, merci Marc-André d'avoir cité ma thèse, mais c'est vrai que c'est la seule qui existe, donc comme c'est la seule, c'est la meilleure, en espérant qu'elle soit vite retravaillée par d'autres, sur l'enseignement à partir de 1945. Alors, pour mesurer quelle est la consigne, quelle est la conscience historique des élèves de l'école primaire, on a mené une enquête qui est, vous le voyez d'ailleurs tout de suite, très québéco-française, puisque c'est sous la direction de Françoise Lantôme, professeure à l'Université Lyon 2, et Jocelyn Letourneau, que vous connaissez bien sûr dans le paysage intellectuel du Québec. Alors, c'est une enquête qui est pour répondre à celle que Jocelyn Letourneau avait publiée en 2014 chez Fides, Je me souviens, le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse. Et on était parti un petit peu de cette réflexion de savoir, mais si on posait la question en France aux élèves, qu'est-ce qu'ils diraient? On a posé une consigne que je vous donne, qui est « Raconte l'histoire de France » ou « Raconte l'histoire de ton pays ». C'était à peu près tout, les deux manières de formuler la question, qui n'est pas tout à fait la même d'ailleurs, mais en tous les cas, c'était la consigne. Et là, on l'a posée aux élèves qui sortaient de l'enseignement primaire, donc au tout début du cycle secondaire, aux élèves qui sortaient du collège, c'est-à-dire ceux qui quittent à 14 ans, 15 ans, et on a posé la même question à ceux qui quittent le lycée, qui rentrent à l'université. Donc, ça nous a donné un panel extrêmement large, plus de 6000 réponses et de récits historiques. Vous imaginez la richesse, évidemment, de dépouillement que cela a représenté. Nous étions une équipe internationale. Il y avait là des Allemands, il y avait là des Suisses, il y avait des Français, mais aussi des Français corses, si j'ose dire, et des Français de la Réunion, de l'île de la Réunion. Donc, on avait vraiment, sans compter Jocelyn Letourneau, bien évidemment. Donc, plusieurs manières de répondre. Je vous en donne une là, par exemple. Un récit classique dans l'histoire de France. Il y a eu des batailles, des rois, de guerre et des empereurs. Donc, ça commence avec les rois. Il y a eu Louis XIII, Louis XIV. Et puis, il y a aussi une autre manière de répondre, c'est d'intégrer des dessins. Et on a pris l'ensemble vraiment des récits d'élèves. On a une autre manière de répondre encore, je vous montre un peu toute la variété des approches, c'est soit le name dropping, c'est-à-dire uniquement vraiment les noms, ou alors des tirés pour les idées principales, sans récit, mais c'est aussi une forme de récit d'une certaine manière, parce qu'on voit bien comment sont classées les choses au fur et à mesure où elles arrivent à la mémoire. Et puis, il y a aussi des élèves qui s'amusent à faire une frise chronologique. J'ai montré celle-ci parce que je la trouve tout à fait intéressante, qui montre une organisation chronologique tout à fait stable et tout à fait intéressante, mais je vais y revenir. Et puis, il y a les élèves aussi qui ponctuent, si vous voulez, leur méconnaissance ou la non-volonté de répondre par un point d'interrogation. Évidemment, il y avait pas mal de copies blanches, mais globalement, 60% pour l'école primaire, ça représente à peu près 1900 élèves. Sur les 1900 copies, à peu près plus de 1000, plus de 1200 même ont été remplis par un récit. Alors, quel est le panthéon scolaire? Le panthéon scolaire, il est quasi identique à celui qu'il était dans les années 1950. Sauf que vous avez deux noms qui font désordre, si j'ose dire.
en 6e et 7e position, c'est le nom de Hitler, qui évidemment n'était pas, enfin je dis évidemment, ce n'est pas forcément une évidence d'ailleurs, qui n'était pas dans le patrimoine, le panthéon des élèves des années 1950-1960, puisqu'on ne parlait pas de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes. Et puis, il y a aussi Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'il y avait un effet de contexte. C'était au moment des élections de 2012. Et donc, on avait, enfin 2010-2012, au moment de l'agitation électorale, et Nicolas Sarkozy était omniprésent sur les chaînes de télévision. Et évidemment, il y a un effet chez les élèves, d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Un panthéon très classique, finalement, avec Vercingétorix, César, qui sont vraiment des musts de l'enseignement de l'histoire, mais aussi, de manière plus surprenante, finalement, des personnages qui appartiennent vraiment à l'histoire de l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire Clovis, l'évêque Rémy, le baptême, enfin tout ce qui fait vraiment le roman national traditionnel de l'école française. Évidemment, Louis XIV et le château de Versailles, mais aussi, leur nouveauté, une place considérable dans les récits de la Seconde Guerre mondiale et notamment de l'extermination des Juifs. La destruction des Juifs d'Europe par Hitler fait partie des sujets qui apparaissent comme étant très marquants dans la conscience des élèves de l'école primaire aujourd'hui. Pourquoi Sarkozy? Je vous laisse lire. Sarkozy était connu parce qu'il y a eu une rumeur à un moment donné qui était qu'il voulait enlever 2 semaines de vacances d'été. Mais le bon côté des choses, on a moins de devoirs. On voit que là, il y a toute une logique d'actualité qui, évidemment, vient interférer. Mais ce n'est pas innocent. Et d'ailleurs, je vais revenir à la fin sur la conscience historique des élèves, parce que ça veut dire que les élèves se projettent eux-mêmes dans l'histoire. Mais je vais le dire tout à l'heure. L'élément principal du récit des élèves, c'est qu'il existe un récit fondé sur une rupture démocratique et républicaine que constitue la Révolution française. 1789 fait le basculement, ce que les linguistes appellent un renversement du prédicat. Il y a un prédicat, que je vais vous montrer tout de suite. Il y a eu la Révolution française et le début de la démocratie avec un président. Après, il y a eu Napoléon qui a cassé la démocratie et il mourut à Sainte-Hélène et la démocratie est revenue. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était la barbarie. Il y avait les guerres, la monarchie, l'arbitraire du roi, la Bastille. Et ensuite, il y a eu la paix, les réconciliations, comme vous pouvez le voir, et la révolution qui a permis l'acquisition des droits. C'est très frappant. Et ce récit du renversement du prédicat, c'est quelque chose que l'on retrouve au collège et que l'on retrouve au lycée. C'est-à-dire qu'il y a comme un récit qui s'est installé dans les classes, un peu simple ou simpliste, disent certains historiens, mais qui quand même représente la conscience chez les élèves qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans la Révolution française, disons dans l'histoire politique du pays et dans l'acquisition des droits. Mais c'est la Révolution française. Et c'est moins, par exemple, la République de la fin du XIXe siècle qui, là, donne des droits très concrets à la société civile, y compris des droits sociaux, le droit de grève, le droit des travailleurs et tous ces éléments-là. Regardez d'autres éléments. La France a beaucoup changé. Il y avait des rois, des guerres. Maintenant, il n'y a plus rien de tout cela. D'année en année, il y a beaucoup d'inventions, de nouvelles choses. Il y avait un avant négatif et il y a un passé, un avant négatif et un présent positif. Avec donc une conscience que la France d'aujourd'hui est plutôt une nation qui fonctionne bien. Si on prend les récits d'élèves de la Réunion, ancienne colonie française dans l'océan Indien, comme vous le savez, au large de Madagascar, voilà le type de récit qu'on a. C'est exactement le même renversement du prédicat. Dans le temps d'avant, il y avait des esclaves. Ces esclaves sont nos ancêtres, notre histoire, mais maintenant, la Réunion a bien évolué. Maintenant, assez le temps de l'esclavage, on est passé en démocratie, et quand on lit les récits réunionnais, on est frappé de l'angélisme qui règne chez ces élèves qui sont tellement heureux d'être français, tellement heureux de vivre dans un... Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de la Guadeloupe et de la Martinique aujourd'hui, mais on n'a pas fait d'enquête sur la Guadeloupe notamment, qui, à mon avis, mériterait quelque chose. Et puis, il y a aussi des copies qui nous sont arrivées de la Corse, et voilà ce que ça donne. Et là, c'est un peu plus inquiétant. La Corse, avant, nous étions libres, et maintenant, nous ne le sommes plus. C'est le renversement du prédicat, mais inversé.
c'est-à-dire avant c'était merveilleux, nous étions corses, et maintenant nous sommes français. Tant que nous étions avec une idéalisation évidemment du règne de Gênes et des Italiens sur l'île de Corse, mais on voit comment aujourd'hui les élèves corses se définissent contre la France, mais en tous les cas dans le même renversement du prédicat. Et l'autre élément absolument central, je suis obligé de courir parce que je vois qu'il est déjà temps, l'autre élément, c'est la mémoire des guerres. Alors là, je vais très vite parce que la guerre est omniprésente. C'est peut-être l'idée principale qu'on pourrait retenir. Il n'y a pas un élève en France qui ne parle pas de guerre. La guerre, elle est partout. Elle est entre Gaulois, Romains. Elle est pendant les guerres de religion. Elle est pendant les guerres médiévales. Elle est absolument partout. La représentation de l'histoire est une représentation négative fondée sur les guerres. Alors évidemment, 14-18, évidemment, regardez ce que dit cet élève, l'histoire de France, pour moi, c'est la guerre. Comme ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a une sorte de constat fatal, fataliste, que partagent l'ensemble des élèves. Il n'y a aucun élève qui évoque vraiment les efforts de la paix, l'augmentation des négociations pour la paix. On est vraiment dans une logique complètement tournée vers la guerre. Alors, sauf à La Réunion, là encore, où là, on se prémunit de la guerre en disant « j'espère que ça n'arrivera pas chez nous ». Là, le statut de la Shoah a considérablement fait évoluer les pratiques, évidemment. Je dis le statut de la Shoah dans les mémoires nationales, dans la mémoire de la société française, et on voit comment elle s'affiche maintenant littéralement partout dans les classes. Et puis, dernier élément que je voulais aborder, c'est la place des élèves dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les élèves se sentent partie prenante de l'histoire et de plein de manières différentes. Soit parce que l'arrière-grand-père, dont l'élève de la Tour du Pin, cette jeune fille de la Tour du Pin fait le récit, est intégré, ou alors Louis Margot, mon grand-père, soit tout simplement parce que il y a la sensation, regardez bien la fin de ce texte, normal, on les a appelés les guerres mondiales. Après, il y eut nous, les collégiens, qui travaillons un collège pour les enquêtes. Alors, travaillons un collège, peu importe les fautes d'orthographe, ça n'a aucune importance parce que ce sont les élèves, donc on a respecté, mais ça veut dire que l'enquête qui est présentée aux élèves, finalement, s'intègre dans l'histoire globale de la France, puisque, après tout, en tant qu'élève de collège, je me reconnais comme faisant partie de cette histoire. Ou alors, ça encore, ce sentiment d'adorer l'histoire. L'histoire finit par un élève de 6e qui retrace à peu près les moments les plus importants. J'adore l'histoire. Et là, on a très explicitement ce que j'étais en train d'énoncer. Alors, évidemment, je vais revenir, je ne sais pas si on voit mon visage, mais je vais faire une conclusion très rapide. Je vais aborder les enseignements de cette enquête qui est très large et que je regrette évidemment de dire aussi rapidement. D'abord, contrairement au faux débat, non seulement les élèves savent des choses, les élèves de l'école primaire, mais en plus, la chronologie est relativement respectée. Elle est même étonnamment respectée dans l'ordre. Le panthéon est quasi conforme à celui d'avant la crise de l'histoire enseignée, c'est-à-dire d'avant le milieu des années 1970, début 80. Ils ont par ailleurs, ces élèves, parfaitement bien compris la vulgate sur le tournant révolutionnaire. Vulgate n'est pas un terme péjoratif, c'est, disons, l'idée principale de la société où tous les débats s'organisent autour de la Révolution française, même si aujourd'hui, dans le débat actuel de l'élection présidentielle, c'est très discuté, notamment du fait de la pression très forte de l'extrême droite. Ça permet aussi peut-être à lire ces récits d'élèves de sortir du mépris qu'ont les professeurs du secondaire qui considèrent qu'il y a une phrase qui revient systématiquement pour les élèves qui rentrent dans le cycle secondaire, c'est « là j'ai des élèves, ils ne connaissent rien ». Cette enquête a montré qu'en fait non, ils connaissent beaucoup de choses et ils ont bien compris aussi, ça c'est très important, ce qu'est un récit historique, c'est-à-dire que quand on parle d'histoire, on le parle d'une certaine manière et on l'écrit d'une certaine manière. Il y a une organisation du récit avec l'alternance de l'imparfait, du passé simple. Il y a toute une manière d'écrire d'une narration historique qui est intégrée de manière tout à fait étonnante, mais pas vraiment, parce que pour qui connaît l'école élémentaire, on sait qu'il y a un gros travail qui est fait à partir des albums de jeunesse. En somme, un récit assez conforme à ce qu'on appelle le roman national, je préfère appeler le récit patriotique républicain, un curriculum en fait assez stable,
malgré de vrais apports, et je voudrais en citer deux parmi les apports, c'est d'une part la place de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, où on voit que c'est un élément déterminant maintenant de la pensée historique des élèves, et aussi quelque chose que je n'ai pas montré, mais faites-moi confiance, c'est la place de l'histoire des femmes, qui a réellement intégré le récit national de deux manières, et enfin d'une manière principale, c'est sur l'acquisition des droits. Et on voit bien que, par exemple, le droit de vote est cité assez régulièrement, y compris par les jeunes élèves, qui ont compris que là, il s'était passé quelque chose, avec une élève qui dit « Avant, les femmes faisaient la lessive et la vaisselle, maintenant elles font la lessive et la vaisselle, mais en plus elles votent ». Ce qui est évidemment là une avancée considérable. Du coup, quelle est la place, et je termine par ça, quelle est la place laissée à ce qu'on appelle la diversité ou à la pluralité de la société française? C'est vrai, une véritable question. Je laisse du côté le droit des femmes, qui pour moi ne fait pas partie de la diversité, il fait partie de la constitution même de la population française. Mais si jamais on réfléchit en termes de diversité, eh ben, on est frappé, et j'ai revérifié avant le webinaire, j'ai repris en détail le tableau Excel des 5900 citations d'élèves, de copies d'élèves. Il n'y a presque aucune mention de la part étrangère de l'histoire nationale. Quand je dis la part étrangère, c'est de deux manières. D'abord, c'est il n'y a rien sur l'histoire de l'immigration et sur la composition du territoire. Et ça, c'est très frappant, par exemple, par rapport à l'histoire canadienne. On voit bien que c'est une part déterminante du curriculum canadien que de montrer l'apport des populations différentes. Mais là, parce que c'est l'histoire même du Canada. Mais en France, alors même que c'est l'histoire de ce qu'on appelle le creuset français, pour reprendre les travaux de Gérard Noiriel, une sorte de melting pot, eh bien, c'est totalement absent de la conscience historique des élèves, ce qui est, à mon sens, très problématique. Et la deuxième chose, qui est, à mon sens, aussi très problématique, qui doit nous faire réfléchir en France, c'est si la colonisation est évoquée, elle est essentiellement quand il s'agit des Romains contre les Gaulois. Ce sont les Romains qui colonisent, mais ce ne sont jamais les Français qui opèrent une colonisation massive au 19e et au 20e siècle. C'est pareil pour l'esclavage. Quand il est question d'esclavage, ça c'est beaucoup plus étonnant. Quand il est question d'esclavage dans les copies d'élèves, on est sur l'esclavage soit des hommes sur les femmes, soit des seigneurs sur les paysans au Moyen-Âge, soit des Romains sur les Gaulois. Mais à aucun moment il est question d'esclavage et de la traite négrière atlantique. Alors, sauf à La Réunion, sur l'île de La Réunion, où là, il y a un récit du colonial extrêmement fouillé chez des jeunes élèves de 10 ans, 11 ans, avec la question évidemment qui émerge tout de suite pour le didacticien ou celui qui réfléchit à l'enseignement de l'histoire, c'est est-ce que ça veut dire que la colonisation et l'histoire coloniale française n'est réservée qu'aux territoires anciennement colonisés? Ce qui vraiment serait là une aporie dramatique pour une conscience nationale collective partagée. Et puis, deuxième élément, le fait que l'histoire coloniale du 19e, 20e soit presque absolument pas apparent, ou alors de manière extrêmement marginale ou inframarginale, je ne sais pas comment dire, c'est très inquiétant à l'heure des débats sur la guerre d'Algérie, par exemple en France, où la question de la guerre d'Algérie n'est abordée que par une seule élève, et c'est une élève qui se revendique de la nationalité algérienne, parce que son père lui a raconté l'histoire du Front de libération nationale algérien. Bref, ce bref état des lieux que vous m'avez offert la possibilité de vous présenter bien trop rapidement dit que le récit national, malgré quelques évolutions notables, nous paraît extrêmement stable. C'est-à-dire qu'on aurait tort, pour ceux qui regrettent la manière dont on enseignait l'histoire dans le temps, dans une vision mythifiée, on aurait tort de s'inquiéter. Il faut leur dire à ces gens que, en fait, ça fonctionne plutôt à peu près sur le même modèle, c'est-à-dire des Gaulois au général de Gaulle, comme disait un humoriste, de la Gaule à de Gaulle. C'est-à-dire, on est dans ce même trend, en fait, d'histoire nationale. Et pour écouter régulièrement les débats électoraux d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'est question que de ça. De Gaulle, la Gaule, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, et en avant, on a tout le récit national qui défile, mais dans les classes aussi. Et aussi dans la conscience des enseignants, parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas très à l'aise dans l'histoire nationale ou en histoire en général, et donc préfèrent ce qu'ils ont appris à transmettre, parce qu'évidemment, ils se sentent plus sûrs. Et surtout,
Et c'est ça le point sur lequel je voudrais terminer. Et pardon si j'étais trop long. Il existe encore toute une série d'impensés historiques, dont celui qui touche au colonial, mais au colonial, comme le disait Patrick Boucheron, dans le cadre d'une histoire mondiale de la France. C'est-à-dire, la France n'est pas un isolat dans l'histoire du monde. Elle a de tout temps été irriguée par l'histoire mondiale, et pas seulement l'histoire de l'Afrique, l'histoire coloniale africaine ou des Antilles, mais y compris l'Asie, l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, enfin bref. Et là, c'est beaucoup plus embarrassant parce qu'évidemment, dans les débats français d'aujourd'hui, on a des élèves de tous les âges jusqu'à l'université qui, en fait, disposent de très peu d'informations fiables pour pouvoir démêler le vrai du faux des arguments qui sont donnés. Je vous remercie et je suis totalement ouvert à la discussion. Je vous remercie, Benoît, aussi. Tu nous as fait comme ça le portrait de l'histoire de France dans la conscience historique des élèves de l'École primaire en France. Merci. Et c'est bien qu'on va se tutoyer parce que quand même on se connaît là. C'est bien que tu sois ouvert à la discussion parce que justement, c'est le temps où on ouvre la discussion. Alors, je ne me suis pas présenté tantôt, je pense. J'ai fait comme si j'étais connu alors que ce n'est pas le cas du tout. Je suis Marc-André Etier, prof à l'Université de Montréal, en didactique de l'histoire et je sers de maître de cérémonie, vous le voyez, pour ce webinaire de Benoît Falaise. Donc, il y a une partie de questions-réponses où vous pouvez écrire vos questions et puis moi, je vais les relayer. Parce qu'on est plusieurs, c'est un webinaire, donc il se pourrait qu'il y en ait trop. Alors, je vais essayer de voir celles qui sont semblables et puis faire en sorte que Benoît ait donc de répondre aux questions qui sont les plus centrales au sens où elles se retrouvent sous une forme ou sous une autre dans différentes interventions. Mais en attendant que les questions soient écrites, parce qu'il n'y en a pas encore, alors, je vous rappelle qu'on a environ dans le point de 30 minutes maintenant. On va terminer vers 13 heures. Alors, ça nous laisse encore 25 minutes de discussion de toute forme. Et j'en profite, puisque j'ai l'opportunité de parler, Benoît, pour te demander, bon, là, tu as dit, présentement, il y a des débats en France par rapport à l'enseignement de l'histoire. Il y en a eu depuis longtemps et on nous sert souvent l'argument que tout fout le camp, cramponnez-vous, l'histoire s'en va, c'était mieux avant et là, on est en train de perdre notre nation. Est-ce que, donc, ces débats sont toujours présents, encore aujourd'hui, c'est ce que j'entends, mais qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous dit, si je comprends bien, qu'il y a une part de faux là-dedans et qu'on doit faire attention. Ça ne nous dit pas qu'on doit être en accord ou en désaccord avec le fait qu'il y ait cette forme d'histoire, je comprends. Mais par rapport à l'enseignement de l'histoire, les résultats que tu nous as présentés, quelles applications tu y vois? Quelles retombées il devrait y avoir? Qu'est-ce que ça nous indique? J'imagine des choix, sans doute, pas seulement une façon de faire, mais des possibilités à interpréter de différentes manières. Je ne veux pas te cadrer, là, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, à ton avis, comme retombée pratique? Alors, comme retombée pratique, là je parle en tant que chercheur, hein, parce que j'ai des fonctions d'inspecteur général qui sont liées en partie, mais je les dissocie complètement, en l'occurrence. D'abord parce que nous n'écrivons plus les programmes à l'inspection générale. Il y a une commission spéciale qui dépend directement du ministre. Évidemment, ça pourrait être comment dire, une réflexion programmatique, c'est-à-dire que devant l'impensé colonial, alors même que la société française ne cesse d'être traversée par l'impensé colonial lui-même et par les débats autour du colonial, on pourrait imaginer qu'il faudrait pouvoir développer une connaissance plus fine, plus systématique. Je vais vous donner un exemple. En France, aujourd'hui, il y a une exposition qui va être inaugurée, je crois, la semaine prochaine, qui s'appelle Portrait de France et qui a été voulu par le président de la République. Portrait de France, Emmanuel Macron a décidé de la confier à Pascal Blanchard, qui est un entrepreneur de la mémoire coloniale, et c'est comme ça qu'il se définit, puisque son entreprise s'appelle Bâtisseur de mémoire. Et dans son association entreprise, Pascal Blanchard, qui est historien, développe toute une stratégie pour mettre au grand public la connaissance du passé colonial, pour montrer que ce n'est pas l'histoire des autres, mais que c'est bien notre histoire commune et qu'on ne peut pas comprendre la France d'aujourd'hui si on n'a pas en tête le fait qu'il y a eu cette histoire coloniale. Donc, lui se bat, par exemple, et on peut imaginer que dans l'exposition Portrait de France, je vais vous expliquer ce que c'est que cette exposition, il y a évidemment des retombées sur les programmes futurs. De quoi parle
l'exposition, c'est que président Macron a demandé à ce que Pascal Blanchard et son équipe réfléchissent à 350 personnalités issues du colonial ou de l'extérieur de la France, pour le dire rapidement, qui ont contribué en tant que Français à part entière. Et donc là, évidemment, c'est un travail béni. Alors, on va en citer une qui va être panthéonisée très prochainement, c'est Joséphine Baker, par exemple. C'est-à-dire qu'on a toute une série de personnages historiques qui ont été résistants, qui ont participé à l'histoire nationale, et c'est tout le travail qu'entreprend. Donc, on peut penser que si, à l'échelle de la présidence de la République, quelque chose est en train de se jouer pour briser l'impensé colonial, on devrait avoir, en toute logique, ou en toute espérance, dans les 10 ans qui viennent, une évolution des programmes dans ce sens. Ça a été le cas c'est exactement le modèle, le paradigme, si tu veux, Marc-André, de la manière dont la Shoah a progressivement été intégrée. C'est-à-dire qu'il a fallu une initiative présidentielle. Là, je pense à évidemment Jacques Chirac notamment, même les débats sous François Mitterrand, mais Jacques Chirac encore plus, de reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, pour que progressivement, les manuels scolaires et les programmes intègrent cette histoire dans leur contenu. Donc, soyons optimistes, parce que du coup, ça ne sera pas notre histoire à nous, les Blancs français, ça sera une histoire beaucoup plus diverse, qui est totalement reliée à notre histoire nationale. On ne peut pas comprendre les ports français. Prenons les ports qui ont envoyé tant de Français au Québec, que ce soit Rochefort, La Rochelle, Nantes, Le Havre, enfin bref, tous, Lorient, Bordeaux, sans aborder la traite négrière. C'est-à-dire que puisque la richesse venait de la traite et du commerce triangulaire, on est dans une logique vraiment on a été longtemps dans une logique de déni historique. Donc ça, voilà, tout est en train d'évoluer. Il y a aujourd'hui en France notamment une initiative présidentielle de François Hollande, puis confirmée par Emmanuel Macron, une fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a vocation à travailler avec l'éducation nationale pour mettre dans les programmes et développer de meilleurs manuels scolaires la question de la traite, du racisme colonial et de l'esclavage. Merci. En fait, par ta réponse, tu as anticipé sur une question qui avait été posée par Jean-Pierre Bélanger à propos des impacts des résultats de tes recherches sur les programmes à venir. Mais en même temps, bon, donc on voit qu'il peut y avoir des liens, on voit qu'il y a des retombées potentielles. Peut-être aurais-tu autre chose à dire là-dessus, mais je te laisserai le dire tantôt si tu veux, mais j'aurais une autre question à te poser quand même qui m'est inspirée par... Excuse-moi, Marc-André, juste pour préciser une chose, c'est que je ne veux pas paraître trop positif, parce qu'il y a quand même un débat aujourd'hui qui s'oriente autour de thématiques de l'extrême droite, qui, eux, refusent absolument tout recours à une conception différente de la nation française. Et disons que ça prend du retard de ce fait-là. On l'a vu avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a été très diversement accueillie, considérant que ça allait être une sorte d'instrument politique pour des personnalités françaises, ne voyant pas l'apport essentiel à la connaissance, à une meilleure connaissance de l'histoire nationale. Donc, c'est un objet de lutte, un objet de débat très fort en France. OK, oui. Pardon. J'en doute pas que ce soit un débat. De loin, on le voit un peu. Mais la question que j'allais te poser n'est pas tellement loin de ça quand même si elle n'est pas directement dessus. C'est celle de la nation, justement, parce que tu as évoqué ce terme-là. Ce n'est pas lié à tes recherches directement dans leurs résultats, mais peut-être en amont, d'une façon. Il y a une forme de patriotisme culturel ou national ou constitutionnel, peu importe, qui existe dans tous les programmes d'études de l'histoire à travers le monde depuis très longtemps, je crois. On pourrait dire ça, il faudrait vérifier, mais c'est un peu le but de ces programmes-là que de former de petits Français ou de petits Québécois qui seront prêts à aller se tuer à la guerre s'il le faut, ou bien qui seront prêts à faire des sacrifices sur ce que l'économie le demande, notre économie pour nos patrons, etc. Si on intègre plus de gens dans ce qui est le nous, on reste quand même dans une vision de la nation où il y aurait pas de diversité d'intérêts sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans aussi? Alors, il n'y en a pas parce qu'en France, on raisonne historiquement, politiquement, institutionnellement, on raisonne non pas avec... c'est-à-dire la nation n'est pas quelque chose qui relève du nationalisme, mais qui relève de la République et de la Révolution française, qui est par définition universelle.
C'est-à-dire que si on prend la première constitution, on voit bien que sont intégrés à la nation ceux qui partagent les idéaux de la Révolution. D'ailleurs, il y a eu des Américains qui ont été déclarés citoyens français en 92-93. Donc, on a dans cette idée de la République ne réfléchit pas à la nation en termes de race, en termes de couleur de peau, elle réfléchit en tant que citoyenneté. Le modèle politique, c'est la citoyenneté républicaine. Et donc, est citoyen républicain toute personne qui vit en France, à qui on reconnaît la nationalité française et qui, quelle que soit sa diversité, appartient à la nation à part entière. Alors évidemment, ça c'est théorique. Et tout le combat, c'est de faire en sorte que ça soit pour de vrai. Et il y a des populations en France qui considèrent qu'elles n'appartiennent pas entièrement à la nation. D'ailleurs, certaines ne le souhaitent pas forcément, parce que l'histoire, je parlais tout à l'heure de refouler dans les enjeux de mémoire, mais on voit bien, par exemple, que la guerre d'Algérie a créé une sorte d'obstacle aujourd'hui à la réconciliation des mémoires. Il y a eu récemment le rapport de Benjamin Stora, un grand spécialiste de l'Algérie, qui s'est heurté à une fin de non-recevoir côté algérien, mais aussi d'une large partie de la société française. C'est-à-dire cette idée d'une histoire commune, d'une histoire qui fait du nous, eh bien, ça se heurte évidemment à des réticences extrêmement fortes. Certaines fondées sur le racisme, il ne faut pas se mentir. Hein, aujourd'hui, c'est à la télévision tous les jours, en prime time, mais c'est aussi une conception ancienne de la nation qui considère que c'est quand même les Gaulois qui étaient là avant. Et que donc, les apports... Et c'est pour ça que travailler la colonisation, ça permet de déminer toutes ces questions-là. Et ça permet de poser autrement la question. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'en colonisation, donc des territoires que la France a considérés comme étant, y compris la République française du 19e siècle, a considéré que c'était des territoires à part entière de la France, on n'a pas donné les mêmes droits civiques. Voilà, cette inégalité-là, elle est structurelle et elle détermine l'ensemble des malentendus sur les questions de nation, de race, de citoyenneté et d'accession et d'émancipation à la liberté, à l'égalité par la République. C'est tout ça qu'il faut travailler et retravailler. Oui, question complexe, en effet. On pourrait continuer à parler encore de la question de la nation parce que je me dis quand même que si tous les humains d'un pays étaient considérés comme égaux et entièrement citoyens, ils pourraient quand même faire la guerre à d'autres humains d'autres pays. Ce serait nationaliste. Mais il y a d'autres questions qui sont soulevées. Alors, je vais aller à celles-là parce qu'elles sont sans doute plus intéressantes que celles-ci. Je vois, entre autres, un des participants qui parle de... Je vais mettre mes lunettes, je m'excuse. Bon, je la lis. Dans notre groupe de recherche à l'Université d'État de Rio de Janeiro, on vient de discuter notre article à l'égard des thèmes controversés aux écoles. La pédagogie décoloniale demeure comme une possibilité intéressante de faire une nouvelle approche au même sujet, comme le passé colonial. Toutefois, chaque pays a ses propres questions rapportées au passé, présent, futur. La question maintenant, comment pourrait-on équilibrer ces sujets difficiles à l'école primaire française? Ça va un peu dans le sens que tu disais tantôt. Je vais en lire une deuxième. Tu vas pouvoir faire un mix peut-être des questions là, selon ce qui te semble aller ensemble. L'autre question, et il y en a d'autres après, mais je vais commencer par celle-ci, de Jean-François Palomino, celle-ci. Est-ce qu'il serait vraiment rassurant que dans 50 ans, une nouvelle étude similaire à la vôtre montre le même panthéon, le même top 10? Aurait-il été possible d'établir un top 10 des 10 événements historiques les plus mentionnés? Donc, pas des personnages, mais des événements. Voilà, ce sont les deux questions que je te pose là. Oui, alors il a été fait un peu ce top 10 et c'est à peu près ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire les Gaulois, Clovis, Charlemagne, on a toujours la même trame narrative. Hein, alors, est-ce que dans 50 ans, comment dire, j'allais dire, j'espère pas, mais disons qu'il ne faut pas qu'une trame narrative se substitue à une autre, parce que celle-ci a existé tout de même si elle est largement le fruit d'une construction et d'une mythologie française. Mais enfin, tout ça a existé. La seule question, pour répondre à la première, celle que tu citais juste avant, une des possibilités, alors je ne parlerai pas moi d'histoire décoloniale, je parlerai tout simplement d'histoire coloniale. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans le débat sur le décolonialisme et sur toutes ces idées-là. Je crois qu'une des manières, c'est de faire comme on a fait avec l'histoire des femmes en France.
l'histoire des femmes, à un moment donné, quand s'est posé la question à partir des travaux historiques des années 80-90, on s'est dit « Ah zut, on ne parle pas des femmes dans les manuels scolaires ou dans les programmes ». Donc, progressivement, on a inséré dans les programmes quelques notations sur les femmes. Et aujourd'hui, les manuels scolaires, on est passé des manuels scolaires qui faisaient sur 250 pages, allez, une double page sur les femmes en disant « c'est fait, on a rempli notre quota, on a parlé d'elles », à une histoire beaucoup plus filée des relations de domination ou des relations d'égalité d'ailleurs, ou tout simplement des interactions tout le long de l'histoire. Vous avez devant vous, et j'en suis pas peu fier, j'ai reçu un prix début des années 2000 par une association d'historiennes qui travaillent sur les manuels scolaires et qui ont reconnu mon manuel d'école primaire de 2000, je crois 2002, comme étant celui qui filait l'histoire de France, puisque je démarre avec Lucie, l'Australopithèque bien connu, et je montre à chaque fois comment s'agencent les relations de genre. Et je pense que pour l'histoire coloniale ou décoloniale, mais coloniale, moi je préfère parler disons de l'imaginaire colonial en France, eh ben c'est peut-être une manière de montrer que, comme le fait Patrick Boucheron dans sa somme, hein, c'est de montrer que l'extérieur n'est jamais loin de l'intérieur. Et que les marges, si on s'intéresse aux marges, ça intéresse, comme disait Aimé Césaire, ça intéresse toujours le centre. Et donc, il faudrait pouvoir faire une histoire nationale qui à chaque fois intègre. Alors, je vais prendre un exemple très concret, parce que quand on a commencé à le faire à la fin des années 90, les éditeurs scolaires français ne le souhaitaient pas. C'est quand on parle de la Grande Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, c'était de montrer les troupes coloniales françaises qui ont été déterminantes. Pour vous donner une anecdote, pour bien vous faire comprendre l'évolution quand même qui existe, c'est qu'en 2001, j'avais proposé pour un manuel de lycée la libération de la France par un bataillon marocain qui arrive à Strasbourg. Et l'éditrice en chef m'a répondu « Non, non, mais nous, on voudrait les armées françaises qui libèrent la France. » J'avais été obligé de lui expliquer que les armées du général Leclerc étaient à 2/3 composées des troupes coloniales et que celles qui sont arrivées à Paris et qui ont libéré tout l'Est français étaient des troupes coloniales, tirailleurs sénégalais, spahis marocains, et que si on ne parle pas de ça, on empêche de faire comprendre aux élèves qui sont dans les classes et qui peuvent être issus de l'histoire coloniale eux-mêmes, toute une partie de l'histoire française et la raison pourquoi eux, maghrébins et noirs, se retrouvent en France. Voilà, ça paraît. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est qu'à chaque moment de l'histoire, on intègre. Il faudrait que je vous le montre de manière plus détaillée, mais on voit bien, par exemple, qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des Noirs dans la société française. Or, ils n'apparaissent jamais dans les manuels scolaires. La littérature fourmille de la diversité, sans cesse. Il y a Jean d'Ormesson, que vous connaissez sans doute évidemment, qui est mort maintenant, qui était à l'Académie française, journaliste au Figaro, homme de droite s'il en est, mais qui disait « Travaillons avec les élèves sur la langue française ». Alors le journaliste lui répond « Mais pourquoi ?» Et il dit « Parce qu'elle est pleine d'immigrés ». Et je trouve que c'est une très belle formule. La langue française est pleine d'immigrés. Ben, l'histoire de France est pleine d'immigrés. Et c'est constitutif de la langue actuelle et de l'histoire actuelle. Merci. D'accord. C'est bien de tenir compte donc, de la diversité dans la réalité de l'histoire qui est diverse, mais est-ce que dans les manuels ou dans les programmes, qui voit-on comme acteur? Qui agit? Est-ce que ce sont des grands personnages seulement ou parce que la diversité, bon, si elle est représentée dans les grands personnages, elle ne tient pas compte des gens ordinaires. Tu parlais tantôt d'accès à l'égalité pour les femmes et de lutte pour l'égalité aussi, j'imagine, de lutte pour amener de l'inégalité au contraire. Donc, est-ce qu'on voit qui agit? Est-ce qu'on voit ce genre d'enjeu-là? Ou bien ça se passe providentiellement, sans qu'on explique trop pourquoi, par le progrès ou les grands personnages ou l'État qui intervient? Qu'est-ce qu'on voit dans les programmes et les manuels par rapport à ça? Ça a un peu changé. Ça a un peu changé, ça a un peu évolué. Il y a des groupes maintenant. Il y a même eu des manuels de l'école primaire en 2000 qui disaient des personnages collectifs, ils appelaient ça. Donc, il y avait les ouvriers, les Noirs, les femmes, les Juifs. Les Juifs qui, dans l'enseignement traditionnel en France, ne sont considérés qu'en tant que victimes, ce qui pose un autre problème aussi, parce qu'il faut pouvoir parler de la place
des Juifs dans la société française depuis l'Antiquité. Moi, je l'ai fait récemment dans un outil pédagogique pour l'école primaire, où je montre qu'à Marseille, on a des traces des Phéniciens, des Grecs et des Juifs. Et si on arrive à tisser comme ça régulièrement, on montre qu'il y a des populations, des anonymes, comme tu disais, qui font partie de l'histoire nationale et qui font l'histoire nationale. Par rapport à l'histoire de la Shoah, il y a une évolution aussi très majeure, très, très forte, et qu'on retrouve pour l'histoire de l'esclavage dans les manuels scolaires du secondaire. Alors là, pas tellement pour le premier degré, malheureusement. C'est la place des, comment dire, oui, des groupes collectifs, et notamment le fait que les anonymes ont leur place. Alors notamment, on n'insiste plus vraiment sur le fait que les esclaves sont victimes, parce que ça, c'est presque une évidence tautologique, mais sur les résistances d'esclaves. De la même manière, pour les Juifs, on insiste sur les justes, c'est-à-dire que des gens dans les campagnes, des fermiers, des agriculteurs ont sauvé des gens. Et là, il y a une part qui s'ouvre un peu de la société civile, on dirait, ou de la société globale qui arrive. Mais on a du mal en France à quitter un peu le panthéon traditionnel. Et ce que tu appelais les acteurs institutionnels, comme l'Église au Moyen-Âge, l'État, la République, ça demeure encore très fort. Or, il faut savoir qu'à l'école élémentaire, ça ne veut rien dire aux élèves. Les élèves de 9, 10, 11 ans, si on leur dit l'Église au Moyen-Âge, comme c'est écrit dans tous les manuels scolaires, ça n'a aucune signification. Donc, il y a un gros travail de déconstruction là, des réalités historiques. Mais je voudrais dire une chose importante parce qu'on s'attaque à un énorme morceau. C'est un rocher de Sisyphe. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle a été construite depuis la fin du XIXe siècle, avant même la République, par un grand ministre de l'Éducation, historien lui-même, de Napoléon III, donc avant la République, qui s'appelait Victor Duruy. Et on a installé, dans l'historiographie positiviste du XIXe siècle, on a installé dans les manuels scolaires et dans les programmes scolaires de l'école tout ce qu'on savait en histoire, mais dans le cadre de l'école positiviste. Et on a du mal à quitter ce paradigme-là. Donc là, il y a une véritable réflexion. Ce n'est pas tant que les gens ne le souhaitent pas, mais peut-être les gens ne le peuvent pas intellectuellement. Dernièrement, quelqu'un de très haut placé, dont je tairai le nom, expliquait que l'histoire de la guerre d'Algérie, ce n'était pas l'histoire de France. Ce qui est extraordinaire. Enfin, mais cette personne que je connais par ailleurs n'est pas quelqu'un de mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est un grand démocrate, un grand intellectuel par ailleurs, mais pour lui, dans sa conscience à lui, et certainement dans l'enseignement qu'il a reçu dans les années 70, à aucun moment on lui a dit que la guerre d'Algérie faisait partie de notre histoire. Donc, et peut-être il n'a lui-même pas vraiment de connaissance sur ce qu'a été la colonisation algérienne. Un complexe, en effet, que celui-là, mais malgré tout, j'avais une autre question qui va un peu dans le même sens qui avait été posée tantôt et à laquelle que je n'avais pas posée. Est-ce qu'on enseigne davantage la question de la colonie à La Réunion, par exemple? Et là, on ne parle pas d'Algérie parce que l'Algérie, bien sûr, est indépendante, mais est-ce qu'à La Réunion, on en parle davantage? Et le cas échéant, pourquoi? Est-ce que ça pourrait expliquer aussi certains éléments dont tu parlais tantôt, d'absence de conscience de ce qu'est l'histoire de France en tant qu'histoire mondiale de la France? Merci de cette question parce que j'ai failli l'oublier, mais il existe depuis 2000 des programmes adaptés au territoire d'outre-mer, ce qui est à la fois une avancée, parce que si on prend les manuels qui sont faits maintenant en Guadeloupe, aux Antilles, disons, en Guyane, où je suis allé il y a 2 ans, et à La Réunion, on a une qualité d'écriture tout à fait remarquable parce que souvent les manuels sont assurés. Alors, c'est la trame globale du programme national, mais avec une adaptation locale. Une adaptation locale qui se traduit dans les manuels scolaires par l'écriture par les historiens locaux, qui sont d'excellente qualité. Donc, on a là... bon, alors ça, c'est la première chose. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas faire une histoire nationale qui prendrait en compte l'ensemble des histoires locales, c'est-à-dire de donner à voir en fait la pluralité de cette histoire-là. Et donc le colonial est surtout fait dans les anciennes terres coloniales, ce qui à la fois est très bien, parce que je crois que ça permet aux populations
de reconquérir une partie de leur histoire et pas leur faire nos ancêtres les Gaulois. C'est un peu une caricature, hein, parce que ça n'a jamais vraiment existé de cette manière-là, mais disons, c'est quand même l'idée. Et en même temps, on pourrait se demander dans quelle mesure on ne pourrait pas développer sur le territoire métropolitain, lieu même de la colonisation, enfin disons de l'entreprise de colonisation, des développements très détaillés sur ce qui se passe à la Martinique, à la Réunion et évidemment au Maghreb. Et du coup, ça rejoint une autre question qui est un serpent de mer des débats scolaires en France par rapport au colonial, c'est comment faire un manuel commun franco-algérien qui permettrait de reprendre l'ensemble de l'histoire franco-algérienne depuis le XVIIIe siècle. Évidemment, ce serait une magnifique histoire, mais totalement infaisable dans l'état actuel de la démocratie algérienne, dit un peu avec beaucoup d'ironie, mais aussi des résistances françaises, certainement, pour développer un tel manuel. Mais tu as parfaitement raison de me poser la question, parce que ces programmes adaptés, pour vous donner un peu une idée, à chaque changement de programme, du premier degré comme du second degré, ils sont chaque fois réaménagés. Donc, il y a un programme adapté, par exemple, pour l'Océanie, pour Tahiti, pour Mayotte, la Réunion et l'ensemble des terres anciennement coloniales, qui sont aujourd'hui des départements ou des territoires d'outre-mer. Merci beaucoup d'avoir répondu. On est presque rendu à la fin déjà de l'heure que nous avions. Donc, je te remercie d'avoir répondu aussi généreusement à toutes ces questions, d'avoir fait cette présentation très éclairante et très complète. Mais ça laisse quand même plein d'autres questions qu'on pourra te poser une autre fois. Par exemple, tu as parlé de manuel commun. Il y a déjà eu, il me semble, une volonté de faire un manuel France-Allemagne et d'autres de ce même type. Tu as parlé de l'hypostasie des concepts. On pourrait aussi parler de ces questions-là, des comparaisons France-Québec, puisque le livre dont tu as parlé tantôt de Jocelyn Tourneau et Mme Lanton permettait cette comparaison-là, ou encore de la place de la problématisation dans les écoles, parce que l'histoire, ce n'est pas juste le positivisme, c'est aussi la production et la volonté que les élèves arrivent à eux-mêmes se poser des questions. Enfin, il y aurait plein d'autres questions que tu ouvres avec cette discussion-là, ce webinaire-là. Je t'en remercie. Ce fut très agréable, très stimulant. Et il est rendu 13 heures, alors on doit terminer. Merci beaucoup, Benoît. Merci en tous les cas. Merci beaucoup de ton invitation et merci à tout le monde.